on trouve des outils de réflexion dans la collection Essai, dans les rééditions. Il y a pas mal de travaux théoriques qui donnent à réfléchir. On a sélectionné un extrait à vous lire de cet ouvrage de Fabien Hein, Do It Yourself, Autodétermination et Culture Punk. Voilà, qui est un ouvrage vraiment formidable dont on va parler un peu plus en détail tout à l'heure. Alors déjà pour la thématique et parce que ce qu'il dit est très intelligent, et en même temps parce qu'il y a une vraie résonance avec ce que tu disais tout à l'heure sur la manière de déterminer les choix éditoriaux et comment on construit une maison, et de quelle manière on construit une maison d'édition ou un catalogue, et on développe les outils dont on a besoin. Le chapitre s'appelle « Accroître sa puissance d'exister ». On doit au philosophe Spinoza la notion de puissance d'exister. Elle repose sur l'idée que l'être humain est désir et qu'à ce titre, il se déploie avec persévérance en tant que tel. L'histoire culturelle est jalonnée de multiples manifestations d'accroissement de la puissance d'exister. Quantité d'événements marquants en attestent. Par exemple, sous le Second Empire, l'Académie des Beaux-Arts exerce un contrôle total de la vie artistique. En 1863, pour son salon annuel de peinture et de sculpture, l'Académie en question refuse 3000 œuvres sur les 5000 qui lui sont adressées. Les artistes non retenus sont scandalisés. Pour apaiser leur colère, l'empereur Napoléon III lui-même annonce qu'un salon des refusés sera créé à leur intention. Gustave Courbet, 1819-1877, avait pour sa part adressé 3 tableaux au jury, dont le fameux « Le retour de la conférence », qui met en scène de joyeux curés ivres. Non seulement le tableau est refusé au salon pour outrage à la morale religieuse, mais il est également jugé indésirable au salon des refusés. Plutôt que de se résigner, Courbet défie l'Académie en décidant d'exposer le tableau dans son atelier parisien. C'est un succès. Le tout Paris s'y presse. La grandeur de l'acte tient moins au doigt d'honneur, somme toute réjouissant, que le peintre adresse à l'Académie, qu'à sa capacité à surmonter les obstacles en empruntant une démarche do-it-yourself qu'aucun punk ne renierait. C'est sensiblement le même genre de raisonnement qui anime Hilly Crystal lorsqu'il organise le Festival of the 40 Unrecorded New York Rock Bands qui se tient entre le 16 juillet et le 2 août 1975 au CBGB's. Les Ramones, Blondie, Television, Talking Heads et Heartbreakers sont alors de parfaits inconnus. Conscient du potentiel de ces artistes, mais dépité par l'indifférence de l'industrie du disque à leur égard, Hilly Crystal entend par sa démarche entièrement do-it-yourself conchier les majors. Le festival participe de la mise en lumière de ces artistes qui ne tardent pas à trouver la célébrité, alors que le CBGB's devient quant à lui le lieu le plus branché de la ville. Ces exemples indiquent que le régime d'engagement do-it-yourself encourage ses acteurs à inventer et à innover, à s'affranchir des cadres existants pour en créer d'autres. En somme, à oser expérimenter. Moyennant quoi, cette dynamique dépendra pour l'essentiel de leur détermination à produire. Dans les faits, c'est plus précisément l'autodétermination qui conduit progressivement, en situation, à l'autoproduction des compétences, des structures, des réseaux et des œuvres constitutives de l'expérience punk. La scène punk rock se présente ainsi comme un terrain d'apprentissage, doté d'une force formatrice et transformatrice puissante. Les acteurs y sont tenus d'apprendre à identifier des ressources, à saisir des opportunités et à élaborer des stratégies. Le do-it-yourself se présente ainsi comme un processus d'empowerment par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d'action et d'émancipation. Celui-ci participe intimement de l'accroissement de la puissance d'exister. Il est une forme dérivée du désir. En cela, être punk, c'est en premier lieu avoir conscience de sa capacité à agir, sinon de devoir agir. Le punk signifiait que nous n'avions pas à suivre les règles, qu'on pouvait écrire notre propre chanson, qu'on pouvait sortir des disques de notre propre label, déclare Peter Buck, guitariste de R.E.M. En réalisant qu'ils peuvent produire et éditer de la musique sans l'aval de quiconque, les punks augmentent radicalement leur pouvoir. Et c'est précisément en s'affranchissant du modèle de l'industrie musicale dominante que ce pouvoir se matérialise sous la forme d'une offre culturelle spécifique, disques, fanzines, concerts. Dès lors, le do-it-yourself devient synonyme d'autonomie et d'indépendance. Toutefois, chacun sait, ou devrait savoir, que cette condition n'est jamais acquise de manière définitive. Le maintien et la préservation de l'indépendance impliquent un combat permanent. Une poignée de punks en sont parfaitement conscients. Pour eux,
L'action est indissociable de la réflexion. En cela, l'intelligence est une alliée fondamentale de l'action. Leur couplage permet de porter un diagnostic, puis de déployer un ensemble de stratégies. Cette complémentarité prend notamment tout son sens dans le slogan « Flex your head », serre-toi de ta tête, qui deviendra le titre d'une compilation parue en 1982 sur le label Discord Records. Toutefois, pour nombre d'artistes, l'indépendance se résume à un rapport à l'industrie musicale. À leurs yeux, seul compte l'indépendance artistique. Les multinationales sont leurs bêtes noires, d'où un slogan de type « Seuls les connards soutiennent les grosses majors ». Pour d'autres, cette posture reste très largement insuffisante. Ces derniers ne réduisent pas la question de l'indépendance à un rapport de défiance aux autres. Pour eux, la question de l'indépendance se joue plus globalement dans un rapport de défiance à soi. Et dans le meilleur des cas, elle débouche sur une éthique. Alors c'est très intéressant parce que ça questionne la démarche en premier lieu de l'éditeur. Par rapport à ça, il y a une formule, tu en parlais tout à l'heure par rapport au grand groupe et à la manière de percevoir l'édition. Il y a une formule que je trouve très intéressante dans ce passage, c'est comment l'autodétermination à produire et l'expérimentation permanente. De ce qu'on a déjà vu là pendant la première demi-heure, on a l'impression que c'est un peu quelque chose qui revient, encore une fois, à la fois dans les textes et dans ce que vous proposez dans les textes et dans votre manière de concevoir l'édition. Oui, c'est pas complètement un hasard si on a publié ce texte. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs dans ce passage. En fait, ce qui me semble intéressant dans ce que le mouvement punk a illustré, mais c'est jamais qu'un exemple parmi d'autres de toutes les tentatives de se créer un espace de liberté pour créer, précisément, ou pour échanger différemment, ou pour inventer ou réinventer des nouveaux fondements de relations sociales. Et la notion de do it yourself, elle permet, dans sa dimension idéale, d'imaginer des formes de relations qui seraient affranchies des contraintes du système dans lequel on s'inscrit. Dans la pratique, on se rend bien compte, éditeur ou n'importe quelle autre activité, que quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille, on est soumis à ces contraintes-là. Donc nous, dans notre pratique, on essaye de maintenir un espace où on puisse produire des modes de pensée et des types de questionnement et des modes de réflexion qui ne sont pas forcément ceux qui sont le plus porteurs dans le cadre d'une économie de marché basée sur le profit. Alors, en plus, le livre, on connaît bien les marges de rentabilité. La film commence. Je t'ai pas prévenu. Et bon, voilà, on a cette envie d'arriver à essayer de faire des bouquins qui sont pas forcément les plus vendus, mais qui peuvent être attendus par un certain public. Donc on se débat pour essayer de faire ça. En même temps, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler chiffres, je ne suis pas le mieux placé pour le faire. Mais on vient de faire notre bilan et compte de résultats de 2013, on se rend compte que c'est compliqué, et que les conditions de notre survie dans le milieu, dans la chaîne du livre, elles ne sont pas forcément compatibles avec nos désirs de publication et d'édition, avec le type de réflexion qu'on souhaite transmettre. Donc on se bat, on n'est pas complètement do it yourself, on a un diffuseur, on n'imprime pas nous-mêmes nos livres, donc on sous-traite ça auprès d'un imprimeur, mais bon, on essaye de travailler depuis l'origine, plus ou moins toujours avec le même imprimeur, on le met en concurrence de temps en temps pour faire en sorte de ne pas s'en tirer trop mal, mais on choisit d'imprimer pas trop loin pour que nos livres aient un bilan carbone à peu près raisonnable, et qu'on puisse aussi avoir une relation directe avec l'imprimeur, qu'on puisse le rencontrer. On fait des choix qui sont aussi proches que possible de cette logique d'autogestion, d'autodétermination et d'indépendance, mais en même temps, on est chaque fois confronté à la réalité, on est chaque fois confronté à la nécessité de s'adapter Donc il y a un certain nombre de nos pratiques qui contredisent
malheureusement, ce qu'on fait et ce qu'on dit dans nos livres, on vient de sortir un petit essai dans la collection dont est extrait ce livre qui s'appelle « Utopie du logiciel libre » et qui vante non seulement les mérites du logiciel libre en tant qu'outil de fabrication, mais aussi ce que le logiciel libre importe comme exemple de mode de fonctionnement qui peut être politique ou qui peut être social. Il faut bien dire que le passager clandestin fonctionne sous logiciel propriétaire parce que nos interlocuteurs fonctionnent sous logiciel propriétaire et que si on veut régler les questions de transmission de fichiers à l'imprimeur, etc., je ne rentre pas dans les détails, on n'y est pas complètement contraint. On pourrait prendre le temps de s'adapter à autre chose, mais les logiques du marché font que pour l'instant on n'a pas réussi encore à se doter nous-mêmes de l'outil qu'on essaye de promouvoir dans notre création éditoriale. Donc il y a toujours cette espèce de situation de porte-à-faux entre l'idéal de pureté dans les pratiques, qui n'est toujours qu'un idéal, et le pragmatisme qui fait qu'on doit s'adapter aux contraintes. Mais ça ne nous empêche pas de revendiquer et d'essayer d'entretenir une position, on va employer les grands mots, de type révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que ces adaptations-là au marché ne soient pas des compromissions. Après, ceux qui nous connaissent un peu en jugeront peut-être mieux que d'autres, et puis ça se juge aussi au contenu des ouvrages. Alors justement, par rapport à celui-ci, c'est assez intéressant parce que ce que tu dis suit à peu près le raisonnement qui dans ce livre conduit à l'explication un peu de la scène punk et du mouvement do it yourself. Donc le livre de Fabien Heijn, ça part sur l'émergence du punk en tant que mouvement culturel, et puis après il revient sur toute cette idéologie do it yourself, et ça finit sur la compromission avec le marché pratiquement nécessaire, et il finit presque sur deux beaux portraits de groupes. C'est sur le portrait de Penny Rimbaud et du groupe Crass, qui est un groupe qui refuse absolument la compromission, et qui, au bout de 7 ans, se rendant compte que en fait il a formé des fans qui consomment sa musique de la même manière qu'ils consomment la musique d'un groupe de pop-rock de l'époque, et ne part pas sur cette idéologie de faire sa propre musique, et que ça ne motive pas plus que ça de faire sa propre musique, décide de s'aborder et d'abandonner complètement la scène et plus ou moins l'idéologie punk, plutôt en l'altérant et en la radicalisant encore plus. Et de l'autre côté, le groupe Fugazi, qui lui est sur une logique de petites choses, de petits morceaux d'amélioration, de travail sur le quotidien, et qui arrive à faire quelque chose de beaucoup plus pérenne dans le temps, et qui arrive progressivement, qui se dit on commence par s'améliorer soi, et puis en s'améliorant soi, on va donner envie aux autres, on enclenche un cercle vertueux, et qui parvient par son modèle, c'est celui que Fabien Heijn privilégie dans son approche, à des résultats beaucoup plus profonds finalement. Oui. C'est vrai que d'un point de vue théorique, puisque Fabien est un bon spécialiste du milieu de la scène des cultures populaires musicales des années 70, c'est vrai qu'il a tendance à accorder son attention plutôt à Fugazi qu'à Crass. On sent qu'il se tient dans tous les essais, et les 20 dernières pages, c'est vraiment une apologie de ce modèle. Ouais. Ça a été une discussion entre nous d'ailleurs, parce que dans la construction de l'essai, c'est une des dimensions du travail éditorial, c'est qu'on a une interaction directe avec les auteurs. C'est assez rare qu'on publie des textes qui nous soient arrivés tels quels dans la boîte aux lettres. C'est même quasiment jamais arrivé. Donc c'est toujours un travail de discussion avec une proposition de départ qui nous semble intéressante, et le type de réflexion qu'on peut éventuellement construire avec l'auteur, parce qu'on sent qu'il y a un terreau favorable à la discussion sur l'élaboration de l'ouvrage final. Donc c'est vrai que Fabien, dans sa première version, il était même beaucoup plus
beaucoup plus directement partisan de la méthode Fugazi, qui n'est pas sans intérêt. Fugazi existe toujours plus ou moins, ou en tout cas il y a des formes dérivées de Fugazi qui continuent à produire des événements musicaux, théâtraux, enfin des formes de création artistique qui existent toujours, alors que Crass et Penny Rimbaud notamment, aujourd'hui c'est un peu une espèce de gourou pour une petite collectivité d'aficionados du groupe de l'époque, mais il n'y a plus de réalité de Crass, quoi. Donc et en même temps, la position de Crass n'était pas sans intérêt, c'était une position extrêmement exigeante, très radicale, qui est une position en rupture, au départ révolutionnaire et qui s'est heurtée aux logiques du système dans lequel elle s'inscrivait et qui, comme tu disais, a fini par se dissoudre. Donc le groupe a cessé d'exister. Le personnage, lui, continue à avoir une espèce d'aura, là, comme ça, mais elle n'était pas sans intérêt parce qu'elle pose enfin, en tout cas, il semblait intéressant d'essayer d'équilibrer les deux aspects du truc, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire, sans dire pour autant que Fugazi a cédé à aucune forme de compromis. Fugazi s'est vu proposer des ponts d'or de la part de grosses majors du disque et les a toujours refusés. Donc eux, ils sont restés dans la logique de se produire indépendamment. Il y a ce passage où le directeur d'Atlantic Records se déplace au concert et vous dit la dernière fois qu'il s'était déplacé, c'était pour signer les Stones. Et le mec... et Fugazi lui dit non, quoi. Donc il y a aussi une forme d'exigence de la part de Fugazi. L'avenir dira dans quelle situation le passager clandestin se trouve. Espérons que ce sera plutôt Fugazi, parce que ça voudrait dire qu'on continuera à faire ce qu'on souhaite faire. Mais c'est aussi, alors Fugazi comme Crass, c'est des groupes, c'est des collectifs, donc c'est des gens qui doivent aboutir à un point de vue commun à plusieurs, et donc c'est le propre de toute entreprise collective. Il faut arriver à se mettre d'accord sur les modes de la continuation et les exigences et les compromissions que ça peut supposer. Donc ça semblait être deux exemples, c'est pas les seuls d'ailleurs qui citent dans le texte, mais c'est vrai que c'est un peu les deux figures phares. Ça semblait être deux exemples intéressants de mode de confrontation à ce réel qui peut constituer un certain nombre d'obstacles à un projet initial, mais qui doit s'adapter, le livre est intéressant pour ça, c'est qu'il montre deux voies possibles et deux effritements et dans le cas de Crass, l'explosion en plein vol d'un groupe qui était... je ne sais pas si vous connaissez Crass, je ne sais pas s'il y a des amateurs de punk ici. Il faut vraiment aimer le punk pour écouter Crass. C'est bien costaud quand même. Je vois quelqu'un qui connaît Crass là derrière. C'est intéressant, mais c'est vraiment une musique très expérimentale, c'est violent, les textes sont passionnants et exigeants, mais on les entend pas, donc il y a vraiment il y a quelque chose dans Crass qui pose un certain nombre de questions. Et chez Fugazi, il y a un côté... je suis pas du tout un spécialiste de musique, j'en écoute point barre, quoi, mais il y a un côté plus artiste, il y a une volonté d'explorer des champs nouveaux, il y a quelque chose de peut-être un peu plus fluide et effectivement un travail sur soi qui fait que comment est-ce qu'on supporte ces contraintes du milieu tout en pouvant continuer à se regarder dans la glace quand on fait le travail qu'on a envie de faire, quoi. Donc eux, ils sont un bon exemple de gens qui continuent à se dire qui sont créatifs, qui effectivement ont toujours refusé de souscrire au grand consortium du marché, mais d'aucuns pourraient dire que Fugazi, c'est pareil, ça reste très très happy few, quoi, très inécoutable. C'est vraiment une question, là je regarde Fred parce que c'est une discussion qu'on a constamment et qu'on a raison d'avoir entre nous, c'est comment est-ce qu'on fait pour atteindre un public de plus en plus large. C'est à la fois des raisons d'être de l'activité éditoriale et une des possibilités de sa survie,
tout en continuant à faire des choses qui restent exigeantes, qui se compromettent pas trop avec ce sur quoi on essaye de porter une critique.